Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous faisons la visite de l'usine d'eau potable de Bois-Châtel et en deuxième partie d'émission, on parle des résidus alimentaires qui seront récupérés à l'île d'Orléans. La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Benoît, on est ici à l'usine de traitement d'eau, l'usine d'eau potable ici à Bois-Châtel. J'aimerais savoir quelles sont les municipalités qui sont desservies par l'usine d'eau potable de Bois-Châtel. L'usine de production d'eau potable de Bois-Châtel le fait pour Bois-Châtel et l'Ange-Gardien. Donc, on parle d'environ une quinzaine de mille de population. Et ce qui alimente l'usine d'eau potable, quelles sont les rivières qui alimentent le tout? On a la rivière Ferré, qui est notre source de base, qui, elle, est toujours en continu. Et on a aussi la rivière Montmorency, qui, elle, est puisée par pompage. On a une usine de pompage qui est dans la rivière Montmorency, qui propulse l'eau ici, à l'usine. Donc, au besoin, vous allez du côté de la rivière Montmorency pour vous accommoder, entre autres, durant l'été, sûrement, il y a la plus grande programmation. Assurément, durant l'hiver, à cause du phrasé, c'est plus compliqué. Mais pour ce qui est de la période d'été, effectivement, lorsque le besoin est là, la rivière est là pour fournir une bonne quantité d'eau. On est dans la nouvelle section de l'usine d'eau potable. C'était construit, agrandi à quel moment? D'abord, c'était pour une mise aux normes. Ça a été fait en 2018. Donc, c'est un projet de 8 millions qui a été fait, subventionné aux 2 tiers par le gouvernement, bien entendu. Et ça prenait ça pour qu'on puisse continuer à produire notre eau potable et produire une eau de qualité aussi. Et est-ce que ça a un lien avec l'agrandissement du parc immobilier de Bois-Châtel? Ah, effectivement. Par contre, c'était pas juste ça. La raison principale était vraiment la mise aux normes des nouveaux procédés qui sont obligatoires pour respecter la qualité d'eau. C'était sûrement un gros projet. On peut parler de combien de millions pour avoir ce type d'équipement? Ça a été 8 millions pour la portion agrandissement ici pour la mise aux normes. Donc, avec les équipements, le travail et tout. Ça a pris combien de temps? C'était assez rapide au niveau de l'agrandissement? Ah, ça a été plus d'1 an. Par contre, on ne peut pas couper la production d'eau en même temps. Donc, ça s'est fait en plusieurs parties. Puis, ce qui a été réalisé a bien fonctionné, puisque personne n'a manqué d'eau durant la période de la mise aux normes. Bien, Benoît, on va prendre quelques moments avec votre directeur de la gestion de l'eau, Stéphane Dompierre, pour pouvoir voir comment fonctionne l'usine en tant que telle, de l'entrée d'eau jusqu'à la sortie d'eau pour les citoyens de l'Ange-Gardien Bois-Châtel. Merci, Jean. Stéphane, en tant que directeur de gestion de l'eau, vous allez nous montrer un peu comment fonctionne l'entrée de l'eau et pour ensuite, bien sûr, avoir l'eau potable à la sortie. Donc, on est vraiment ici dans les débuts ou entre l'eau dans l'usine d'eau potable. Oui, effectivement. On parle de la rivière Ferré et de la rivière Montmorency. En fait, c'est ça, c'est l'arrivée d'eau. On a un premier bassin ici avec une grille. La grille, elle, c'est comme un tamis, va permettre de retenir tous les résidus qu'il pourrait avoir dans la rivière, comme les feuilles, le poisson, les branches, tout ça, va être retenu ici pour éviter d'endommager les pompes. Oui, donc, par la suite, l'autre côté du mur, là, c'est vraiment les pompes qui sont là pour recueillir le tout et retirer le tout, aspirer l'eau. Par la suite, quel est le chemin que suit l'eau une fois qu'ils sont partis des pompes? Je vois qu'il y a des tuyaux. C'est par les tuyaux qu'on est ici? Oui, c'est ça. C'est que là, les pompes d'eau brune vont monter l'eau dans les tuyaux et rediriger l'eau vers la filtration et les bassins de flocculation. J'ai vu qu'il y avait différentes étapes aussi au niveau des tuyaux. Il y a encore de la filtration qui se fait au fur et à mesure dans ce tuyau-là? En fait, le tuyau sert de transport et de point de dosage. C'est qu'on va doser un premier produit chimique ici à l'entrée qui s'appelle le sulfate d'aluminium. Ça, c'est un coagulant. C'est pour clarifier l'eau, si on veut, et d'enlever la matière organique qui va être retenue par la suite dans les filtres. Donc, on va maintenant aller, prochaine étape, où les anciens bassins, parce que là, on est dans l'ancienne partie, comme vous le disiez tout à l'heure, l'ancienne partie de l'usine, qui est quand même très utile ici encore. On va prendre quelques moments pour aller voir les anciens bassins pour voir qu'est-ce qui se passait. Parfait. Stéphane? Oui. On a l'eau brute que vous parliez qui arrive ici dans les bassins. Oui. Partie importante. Donc, ça,
les résidus vont donner un peu comme des flocons à partir d'ici? Oui, exactement. Le produit chimique utilisé tantôt pour la coagulation arrive dans ce bassin-là. Et là, on va former, la matière organique va se former en flocons. Et c'est ce flocon-là qui va être retenu dans la filtration par la suite. Ça ici, c'est l'ancienne partie, l'ancien réservoir. C'est pas tous les réservoirs qui sont utilisés, c'est ceux du fond ici que vous avez réutilisés pour la nouvelle usine. Oui, en fait, c'était ça, c'était le but. Le but, c'était de récupérer le plus de choses possible dans l'ancienne usine. Donc, lors de la mise aux normes, on a transformé deux bassins, un en bassin de flocculation et l'autre est serre d'overflow. OK, donc, je vois que l'actuellement, il n'y a pas d'eau là, mais s'il y a un surplus, ça se déverse dans l'autre partie. Exactement, puis ensuite, c'est redirigé vers le réseau pluvial de la municipalité. Prochaine étape, juste un petit peu avant d'aller de l'autre côté, dans la nouvelle partie, ce serait intéressant de voir aussi, au niveau de la chloration, à quel endroit ça se passe exactement. Oui, pas de problème. On est maintenant dans la partie, juste avant d'aller de l'autre côté, dans la partie de la nouvelle usine. Partie importante, bien sûr, parce que c'est là où on met le chlore, oui. La partie où ça travaille. Qu'est-ce qu'il y a ici exactement et comment ça se fonctionne ensuite? En fait, pour la désinfection de l'eau à Bois-de-Châtel, on utilise un système de chlore gazeux. Fait qu'ici, c'est l'entrepôt des bonbonnes de chlore. C'est de cette partie-là que le chlore va partir dans un équipement qu'on appelle un chlorateur qui contrôle la dose de chlore et qui va servir ensuite à la désinfection. Et qui est juste de l'autre côté du mur? Juste de l'autre côté du mur, c'est l'équipement des chlorateurs. Et donc ça, par la suite, lui, ça va se diriger dans la nouvelle partie à la suite du procédé. Là. Exactement. Exactement. Le but d'utiliser la chloration, c'est pour protéger l'eau une fois que le traitement est complété, pour la protéger en réseau pour de futurs développements de bactéries. Excellent. Donc, on va maintenant continuer, poursuivre encore le chemin de l'eau où elle est rendue pour voir par la suite les différents fils qu'on va voir à la toute fin. On a donc maintenant les deux chlorateurs. Ils fonctionnent en alternance ou sont toujours en opération? Non, en alternance. Il y en a toujours un qui est en opération. Comme là, c'est celui qui est en opération aujourd'hui. On peut voir la quantité, c'est 9,4 litres de chlore par 24 heures. Ça répond aux besoins d'aujourd'hui pour avoir un résiduel de chlore dans le réseau, selon ce que la réglementation demande. Stéphane, on a fait un petit détour pour voir la partie pour chlore l'eau, pour que l'eau soit chlorée à la fin. On revient pour le processus de l'eau, à quel endroit il se poursuit. On était parti du bassin qui avait la partie où l'eau devenait en flocon, un peu une partie floconnée qu'on appelle justement l'eau floculée. Oui. C'est ici que là, les pompes vont être utiles pour la poursuite. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Mais en fait, c'est les pompes d'alimentation des filtres. OK? C'est que là, on va prendre les pompes, prendre l'eau floculée, on va faire passer l'eau à travers un tamis, puis ensuite, on va aller directement au train membranaire à la filtration. Et donc, ça va être l'étape qui devient de plus en plus, on se rapproche de l'eau potable de plus en plus à partir de ce moment-là. Oui, exactement. L'eau, on le conduit en haut. On est devant un deuxième tamis. Là, on réduit de plus en plus. S'il reste encore certaines particules, c'est à partir de ce tamis-là qui est très important avant de tomber dans la filtration. Oui, exactement, parce que s'il a passé quelque chose au premier tamis, mais on ne veut pas endommager les membranes. Donc, on a une étape le tamis est beaucoup plus fin, il va retenir la matière. Et là, vous parlez des membranes, j'en vois plusieurs. Vous avez une série de 4, 5 allées comme ça qui, là, vraiment viennent encore, on file davantage l'eau rendu là. En fait, c'est la filtration finale, le traitement comme final. Et une fois le but de la membrane, c'est de retenir toute la matière organique, tout le floc, toutes les impuretés de l'eau, même les bactéries, les virus sont retenus à l'intérieur de ces membranes-là. Et à la sortie de ça, on se dirige vers la désinfection finale. C'est des équipements qui doivent demander sûrement d'être nettoyés régulièrement pour, comme vous dites, éviter les bactéries, éviter les débris qu'on pourrait retrouver encore. Ça, vous le faites quotidiennement, ce nettoyage-là? En fait, c'est au volume. Tout dépendamment de la charge qu'il y a dans l'eau,
le nombre de flocs et tout ça, la quantité de matière organique. Ça peut varier entre 100 m3 et 300 m3 d'eau de filtration. Alors, c'est un lavage à contre-courant qui se fait quand on a atteint le volume. Est-ce qu'il va arriver des saisons entre deux saisons, comme par exemple la fonte des neiges? C'est là que ça va varier un peu par rapport à l'entretien que vous faites des équipements? Oui, effectivement, parce que là, c'est les périodes où il y a plus de matière dans l'eau. Donc là, il faut accélérer, pas accélérer, mais je veux dire raccourcir le volume filtré pour permettre que la membrane soit à sa pleine efficacité. Je ne vous ai pas posé la question tantôt, mais tout cet équipement-là, ça devrait quand même beaucoup de gens qui doivent travailler ici. C'est combien de personnes en tout qui travaillent à l'usine en tant que telle? En fait, on est 3 personnes à temps plein, puis 1 personne à temps partiel. Puis il y a des périodes de garde, le soir, la nuit, les fins de semaine, puis on le fait en rotation, les 4 employés. Parce que c'est ça, excusez, il va y avoir des moments où, justement, vous devez vérifier, arrive une urgence, il faut que, déjà, dès le départ, vous ayez des gens sur place pour pouvoir s'occuper de ça. Oui, c'est ça. En fait, dans la rotation des gardes, il y a toujours un technicien 24 heures sur 24 qui est branché à l'usine, si on veut. Puis, advenant le cas d'une urgence, bien, à ce moment-là, on peut à distance régler certains problèmes. Sinon, si ça nécessite un déplacement, le technicien sera sur place pour régler le problème. On est maintenant rendu, Stéphane, à la dernière partie par rapport à l'écoulement de l'eau. On voit le tuyau ici qui amène l'eau filtrée. Là, c'est la partie où le chlore va être ajouté à l'eau pour justement la consommation. C'est bien ça? Oui, exactement. Le chlore est dosé juste ici à la sortie, juste avant le bassin de contact de l'eau. On a besoin d'un certain temps pour détruire, pour que le chlore soit efficace avant d'être emmagasiné dans notre réservoir. Derrière vous aussi, un élément très important, c'est le dosage du pH, parce que sinon, ça serait trop acide, l'eau, à ce moment-là? Oui, en fait, les produits chimiques qu'on utilise sont acides, donc le pH diminue. Pour rentrer dans la norme, on doit ajuster le pH à la sortie. On utilise de la chaux pour augmenter notre pH. Donc, c'est vraiment rendu ici. Je vois aussi d'autres tuyaux où on voit eau traitée, analyse d'eau. Ça, c'est vraiment une partie importante parce que régulièrement, est-ce que c'est à tous les jours que vous devez tenir un registre de l'eau à ce moment-là? Oui, effectivement. Ça, c'est des pompes d'échantillonnage. Ils amènent l'eau au laboratoire, puis on peut faire nos analyses pour ajuster le traitement et voir si on est dans les normes. Et ça, c'est envoyé régulièrement au ministère des Affaires municipales? Comment ça fonctionne? En fait, les analyses qu'on fait sur place, c'est pour le procédé, c'est pour ajuster le procédé puis rentrer dans les normes. Ceux qui sont envoyés au ministère, c'est pour l'analyse des coliformes et des bactéries. Selon la réglementation, on doit faire affaire avec un laboratoire certifié. Et ça se passe ici à Québec? Oui, ça se passe à Québec. Donc, on est maintenant, Stéphane, dans la partie importante, parce que c'est la partie où vous avez les contrôles et bien sûr, tous les tests qui sont ici en laboratoire. Oui. Et ça, comme vous disiez tantôt, quand on était du côté de l'usine, c'est quelque chose que vous faites régulièrement et que vous êtes tenu de faire de toute façon pour assurer une belle qualité d'eau. Oui, effectivement, c'est la partie laboratoire où on analyse l'eau, l'eau brute à chaque matin. Ça nous permet de bien analyser au niveau dosage et débit et tout ça. Donc, on parlait tantôt, il va arriver des gels, une forte pluie. Ça, c'est des moments que vous devez vérifier et prendre le temps d'analyser, voir s'il y a des ajustements à faire à l'intérieur de l'usine? Oui, exactement. C'est les périodes comme la fonte des neiges et tout ça. L'eau est beaucoup plus colorée, donc on fait beaucoup plus d'ajustements de dosage et tout ça. La surveillance se fait par ici. Est-ce qu'au niveau du réseau en tant que tel, est-ce qu'il y a encore quand même un peu de fuite d'eau qu'on retrouve ou de ce côté-là, vous avez quelque chose de très important à faire, de maintenir tout le réseau pour qu'on n'ait pas ces pertes d'eau-là qu'on peut retrouver parfois? Oui, en fait, la municipalité a fait beaucoup de travaux dans les dernières années pour changer les conduits. Donc, on peut dire qu'on a un réseau assez étanche. Mais pour vérifier l'étanchéité du réseau, au centre de contrôle, on a des courbes. Donc, on peut vérifier les débits sur 24 heures et détecter les fuites et les réparer au besoin. Et la qualité de l'eau?
Bois-Châtel, elle est bien cotée, c'est qualité d'eau excellente? Oui, excellente. On est toujours dans les normes. On fait un suivi strict, puis oui, on respecte toujours les normes. Bien, Stéphane, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Ça nous permet d'en savoir un peu plus, puis de voir un peu l'eau qu'on boit. Il y a quand même tout un travail qui est fait derrière ça. Et bien, un grand merci, puis à bientôt. Ça me fait plaisir. Benoît, on vient de faire un tour très intéressant en compagnie de Stéphane Dompierre pour nous expliquer de l'entrée d'eau jusqu'à la sortie. J'aimerais savoir, l'eau potable, est-ce que les gens, justement, en font bon usage ici à Bois-Châtel, entre autres durant l'été, parce que c'est un moment très important, les arrosages, les piscines et tout ça? Effectivement qu'il faut contrôler la perte d'eau et la dépense d'eau, parce que quand on fait tout le cheminement, comme vous avez dit tout à l'heure, pour se rendre de l'eau d'où qu'elle part pour aller jusqu'à notre verre, c'est pas direct. Il y a des coûts reliés à ça. Et la production d'eau potable coûte quand même beaucoup d'argent à la population. Et c'est pour ça qu'on doit passer le message. Et on l'a fait et la population a collaboré. On a vraiment vu une diminution du gaspillage d'eau. Et on souhaite encore que la population adhère à ça parce que plus on économise, plus on sauve d'argent. Et c'est comme ça un peu qu'on peut jouer avec les taxes et tout le pataclan. Mais la production d'eau potable est très importante et l'économie l'est encore plus. Et comme on disait, l'eau est d'excellente qualité ici à Bois-Châtel. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour la municipalité de voir que les gens ont une eau de belle qualité. Effectivement, notre équipe travaille très fort là-dessus et on sait qu'ils sont vraiment sur la coche, comme on pourrait dire. Donc, on est fiers de ça, puis on espère que ça va continuer encore longtemps. Peut-être pour aussi rassurer les gens, quand on fait les opérations de nettoyage au printemps, entre autres, c'est pas de l'eau potable qui est utilisée, c'est toujours de l'eau non potable pour justement éviter de tout prendre de la belle eau pour pouvoir faire ces nettoyages-là. Écoutez, on a des bornes qui sont déjà attribuées à ça pour collecter de l'eau qui n'est pas traitée, que ce soit pour le lavage de rue, le lavage de tout ce qu'il peut y avoir à Bois-Châtel. Donc, effectivement, la population peut être rassurée. L'eau qu'on prend pour nettoyage n'est pas traitée. Donc, Benoît, vraiment intéressant, puis un grand merci de nous avoir permis justement de venir rencontrer l'équipe et de voir comment ça fonctionnait ici pour l'eau potable à Bois-Châtel. Merci à vous, ça fait plaisir. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Je suis en compagnie de Mme Audrey Guillemette-Lacasse, qui est la coordonnatrice au niveau de la gestion des matières résiduelles pour la MRC de l'île d'Orléans. Bienvenue chez nous. Merci. On va commencer donc, ça va vraiment être un élément important qui s'en vient dans les prochains mois, c'est la fameuse collecte des résidus alimentaires. Juste peut-être bien définir les gens, quel type de résidus on va pouvoir placer dans le futur bac qu'on va avoir là, à la maison. Bien, on va reprendre les mêmes consignes que la Ville de Québec, donc c'est très simple. Donc, il suffit que ce soit quelque chose qui se mange ou une partie de quelque chose qui se mange pour être accepté dans le sac mauve. Donc ça, c'est vraiment l'élément important pour que les gens retiennent. Oui. Par rapport à tout ça, est-ce que vous avez un calendrier de réalisation pour pouvoir justement remettre le sac que les sacs que les gens vont utiliser et aussi le bac à leur maison qu'ils vont pouvoir utiliser pour pouvoir mettre les résidus alimentaires? Oui, donc le matériel pour participer à la collecte, soit le mini-bac de cuisine avec un rouleau de sac mauve, ainsi qu'un guide vont être distribués à chaque résidence de l'île d'Orléans entre le 1er mai puis la fin juin 2024. Donc, on peut s'attendre que vraiment
le grand lancement va se faire à partir de juillet 2024, où là, les gens vont entrer dans cette phase de pouvoir faire la collecte de résidus alimentaires pour les collectes, et qui sont aux 2 semaines, je crois, à l'île d'Orléans? Oui, à partir du 1er mai. À partir du 1er mai? Oui. Parfait. Peut-être juste voir, prendre quelques instants pour montrer à quoi va ressembler le tout. C'est le bac que les gens vont avoir à la maison. C'est possible de le voir un petit peu, juste Oui, à la portée avec exactement. vous? Donc, Parfait. ce sera le même mini-bac de cuisine qui a été développé par la Ville de Québec. On a fait affaire avec le même fournisseur, donc un mini-bac 10 litres. Puis, on va remettre un rouleau de sacs mauve qui font un format, quant à eux, de 13 litres. J'en ai un détaché ici. Donc, comme ça, à bretelles. Lorsque notre sac est plein de résidus alimentaires, disons jusqu'au maximum 3/4 pour qu'on soit capable de bien le refermer, on le ferme avec double nœud, puis on va le déposer dans notre bac à déchets à l'extérieur. À la base, ça va être combien de sacs que les gens vont recevoir à ce moment-là? Les rouleaux font 40 sacs. Donc, on peut en avoir facilement pour une année et demie, grosso modo. Avec la collecte aux 2 semaines, ça nous amène à peu près à ça, grosso modo? Avec 40 sacs, on peut faire une bonne partie de l'année. À l'immersion, on est encore à déterminer comment on va refournir des sacs par la suite, puis la fréquence à laquelle les gens pourront en avoir. Là. Parfait. Donc, c'était ma question. Par la suite, les gens vont pouvoir avoir, bien sûr, d'autres sacs. Et là, il reste bien sûr à déterminer de quelle manière ça va se faire de votre côté. Donc, le tout s'est fait en parallèle et vous avez eu un bon exemple avec ce qui s'est passé à la Ville de Québec. Donc, vous avez sûrement été en contact avec eux pour pouvoir voir comment travailler le tout et préparer la collecte à l'île d'Orléans. Oui, on est en étroite collaboration avec eux. Donc, on a une entente avec eux pour l'achat des sacs mauves. Aussi, ils nous ont partagé leur matériel, entre autres pour le guide des matières qui vont être acceptées. Ils nous ont fourni leur matériel. On va l'adapter pour l'île d'Orléans. Exactement, on a une bonne collaboration avec eux. Donc, maintenant, l'usine qui fonctionne depuis avril 2023, donc de peu près 1 an. Donc, tout va se passer là au niveau, bien sûr, là, de la récupération. Mais au départ, ça va être, j'ai bien compris, à l'incinérateur de Québec que le tri va se faire de façon mécanique parce que les gens vont mettre leur sac mauve dans le sac vert, le bac vert habituel. Oui, exactement. Donc, les sacs mauves qu'on a déposés dans notre bac à déchets à l'extérieur, ça peut être aussi un conteneur. Parfois, les blocs appartements, c'est un conteneur qu'ils ont pour leurs déchets. Donc, le contenu des bacs à déchets est envoyé à l'incinérateur. Puis à l'incinérateur, il y a des convoyeurs avec des trieurs optiques qui trient les sacs mauves. Ces sacs mauves-là, ensuite, sont envoyés dans une désensacheuse qui va séparer les sacs plastiques mauves des résidus alimentaires. Les résidus alimentaires sont broyés en genre de smoothie qui sont pompés à l'usine de biométhanisation qui est juste à côté. Puis c'est là qu'on fait la biométhanisation dans les digesteurs avec les bactéries anaérobies pour produire du biogaz naturel renouvelable. Et les sacs mauves, eux, vont aller au centre de tri pour pouvoir être triés parmi tous les plastiques? Comment ça va se passer de ce côté-là? Non, la Ville de Québec, ce qu'ils ont développé, à ma connaissance, c'est que ce soit recyclé pour fabriquer du mobilier urbain, comme des paniers de rue, des poubelles de rue. C'est plutôt ce qui est prévu à venue pour les sacs mauves plastiques. Là. De ce côté-là. Et ça va toucher, pour la première partie, donc qui se prépare pour juillet 2024, vous visez la partie résidentielle. Pour les commerces, ce n'est pas pour le moment, mais c'est quelque chose qui est en train de se travailler actuellement? Oui, en effet. Donc, à Québec, sur le territoire de la Ville de Québec, c'est au courant de cette année qu'ils vont lancer la collecte dans les commerces et institutions, industries. Et donc, nous, on attend que ce soit fait du côté de la Ville de Québec, puis qu'elle soit prête ensuite à recevoir les matières des commerces de l'île d'Orléans. Donc, on va laisser la phase de rodage de la Ville de Québec avoir lieu. De ce côté-là aussi, je voulais voir les gens, les entreprises qui font la collecte des déchets, donc les collecteurs, est-ce que pour eux, ça va amener quelque chose de supplémentaire au niveau de l'équipement ou ils vont simplement utiliser ce qu'ils utilisent actuellement pour faire la récupération du bac vert toutes les 2 semaines chez vous?
Bien non, il n'y aura pas de changement pour eux. C'est l'avantage justement d'avoir opté pour un sac qu'on dépose dans le bac à déchets plutôt que d'avoir par exemple un bac brun supplémentaire. Donc ça évite d'avoir un bac supplémentaire et une collecte supplémentaire. Donc ça ne changera pas les habitudes au niveau des fréquences de collecte des déchets. Avec tout ça, dans une année, qu'est-ce que vous prévoyez récupérer au niveau de tonnes qui n'ira pas au site d'enfouissement, mais qui va aller maintenant au centre de biométhanisation pour l'île d'Orléans pour 1 an? Oui, bien, pour le secteur résidentiel, on prévoit détourner de l'incinération environ 400 tonnes par année. Peut-être pas dès la première année, là, on va laisser aux gens le temps de s'habituer à intégrer ces nouvelles habitudes-là. Mais c'est ça, et ultimement, d'avoir un 400 tonnes par année pour le secteur résidentiel. Puis lorsqu'on aura lancé la collecte pour les commerces, on devra aller chercher un 100 tonnes supplémentaires par année. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment... Puis l'économie est là. C'est sûr qu'il y a des coûts. Donc, on a pensé l'achat, bien sûr, des bacs, l'achat des sacs, mais tout ce qui est fait, en coupant de moitié, on vient de faire de belles récupérations au niveau des coûts pour tout ça. Oui, en effet, étant donné que le tarif à la tonne de la biométhanisation, c'est moins élevé que celui de l'incinération, on va faire des économies à ce niveau-là qui vont compenser les coûts d'achat des mini-bacs et des sacs. Il y a aussi de l'aide gouvernementale qui est offerte aux municipalités qui ont à la fois une collecte de résidus alimentaires et de résidus verts. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Je voulais voir, de votre côté, vous avez déjà commencé donc, la campagne de promotion pour indiquer. Comment ça va se passer? Parce que, comme vous dites, vous allez présenter, donner tout le matériel à partir du mois de mai jusqu'en juin. Mais là, au niveau promotion, au niveau de savoir quelles sont les informations que vous lancez à la population, c'est commencé depuis quand? Bien, c'est depuis le mois passé, depuis le mois de janvier où on a fait l'annonce officielle avec un communiqué. Puis, depuis, à chaque mois, on va faire un article dans le journal Autour de l'île qui va paraître. Puis aussi sur nos médias sociaux, il y a de la sensibilisation, de l'information qui va être faite sur les pages Facebook, entre autres. Puis on a maintenant une page Instagram aussi, donc Récup Île d'Orléans, ainsi que sur la page de la MRC Île d'Orléans. Et les gens n'ont pas à s'inquiéter, ce n'est pas vraiment quelque chose qui sera un gros, on pourrait dire, travail supplémentaire pour eux pour récupérer. Ça se fait bien, comme vous dites, ça s'est fait à Québec et les gens, ça collabore de belle façon? Oui. Puis c'est sûr que, justement, le fait d'avoir un sac plastique, on sait que ça facilite la participation des gens parce que ça réduit certaines nuisances qui sont associées au bac brun. Donc, étant donné que les matières sont enfermées dans un sac, il va y avoir moins de problématiques d'odeur, de mouches. Donc, on s'attend à avoir une bonne participation grâce à ça. Du côté de la Ville de Québec, là, il y a beaucoup de commentaires positifs. Là, les gens apprécient avoir le sac mauve. Bien, Audrey, on va surveiller ça avec grande attention, puis un grand merci pour toutes les informations que vous nous avez données. Ça fait plaisir. Merci.